un infirmier se retrouve lié à une sentinelle au point d'acier et à l'aura électrique. Soit tu es le guide qui l'empêche de sombrer, soit c'est toi qu'il finit par prendre à la gorge. Si tu cherches de l'attention et du style, ne bouge pas. C'est ainsi que débarque un loup solitaire. Peut-il gagner l'amour de Toriko? Si notre héros a pris tous les risques avec un bouche à bouche pour sauver un inconnu, donne-nous un peu d'air en t'abonnant et en lâchant ce like qui nous permet de garder le cap. Allez, envoie la sauce! Ce gars, c'est l'infirmier dont on rêve tous, il ne vit que pour aider les autres, fait le ménage, prépare de bons petits plats et traite Pang-Hu, son esprit animal, comme un roi avec une alimentation aux petits oignons. Il est tellement adorable qu'il ramasse même les chiens errants. Le mec est plus inoffensif qu'un bébé panda. Mais la tranquillité, ça ne dure jamais longtemps, surtout quand il tombe sur un type à capuche, aux cheveux blancs, qui a l'air de porter toute la misère du monde sur ses épaules. Il s'avère qu'ils forment un duo sentinelle et guide, une de ses paires destinée à devenir les protecteurs officiels de la ville. Sur le papier, ça ressemble à un privilège, mais en réalité, c'est une sacrée arnaque. Le gamin a fini par atterrir dans l'organisation Whalefall, et c'est là que la belle vie s'est arrêtée. Son nouveau partenaire l'a traîné dans un entraînement digne des pires enfers, forçant à gravir des montagnes gelées pendant que lui se demandait à quel moment il avait signé pour devenir un athlète de haut niveau, alors qu'il voulait juste faire des piqûres. Regardez-le, il a vraiment la tête de celui qui s'est fait avoir par les petites lignes du contrat. Leur cohabitation est devenue un bras de fer permanent. La tension entre eux était palpable à des kilomètres. On aurait dit qu'à tout moment, ils allaient craquer et se jeter l'un sur l'autre, et pas forcément pour se battre. Sauf que le destin ne leur a laissé aucun répit. Alors que la ville tombe en ruine, l'autre réapparaît soudainement aux portes de la mort. Grièvement blessé au milieu des décombres, il lui reste à peine assez de souffle pour lui demander s'il l'aime et l'appeler son petit oiseau, avant de rendre l'âme. Il aura été un guide exemplaire jusqu'au bout, il l'avait emmené en haute altitude pour qu'il apprenne à résister au froid extrême, veillant sur lui pour qu'il ne tombe pas malade. Alors qu'il soutient maintenant son corps inanimé au milieu du chaos. Le pauvre gars reste là, en état de choc entre les plumes et le sang, réalisant que le prix à payer pour leur don est bien trop lourd. Franchement, il n'a vraiment pas eu de bol. Shi Sumu enchaîne ses corvées habituelles. Il vient de passer à la pharmacie récupérer le traitement du vieux Kiao, tout en supportant un client pénible qui râle sur les prix, comme si la caissière était responsable de l'inflation. C'est son lot quotidien des gens qui veulent tout pour rien et qui passent leur nerf sur le premier venu. Sauf que Sumu n'est pas un infirmier comme les autres. Il cache un secret qui flotte au-dessus de sa tête, sous la forme d'un esprit spirituel assez dodu nommé Pang-Hu. Comme personne d'autre ne peut le voir, le gamin déambule en parlant tout seul et en jetant des graines dans le vide, s'assurant ainsi que n'importe quel passant le prenne pour un fou allié. Soudain, il croise un type aux cheveux gris qui a tout l'air de sortir d'un film d'action. L'inconnu n'est pas seulement imposant, il fixe carrément l'oiseau invisible en lâchant qu'il le trouve un peu maigrichon. Sumu manque de défaillir d'émotion, enfin quelqu'un remarque la boule de plume qu'il trimballe partout. Il se précipite pour le bombarder de questions, mais l'homme n'est visiblement pas d'humeur à socialiser. D'un coup, le colosse semble court-circuité. Il vacille dangereusement et s'effondre lourdement au sol. Autour, les passants paniquent et hurlent, persuadés que le géant fait un arrêt cardiaque, mais Sumu retrouve son sang-froid et fend la foule des curieux. Il l'examine rapidement et le diagnostic tombe, c'est une hyperventilation sévère causée par une crise d'angoisse. Le corps de l'homme se raidit s'il n'agit pas immédiatement. Le type va finir entre 4 planches. Sumu tente de réguler sa respiration avec un sac, mais le patient oppose une résistance physique tout, sauf normale. Voyant que le temps presse, l'infirmier décide que la seule option pour le sauver est de passer directement au bouche à bouche. Il se penche sur lui pour lui insuffler l'air dont il a besoin. Un contact si rapproché que n'importe quel témoin l'interpréterait de travers. Mais pour le jeune homme, c'est du pur professionnalisme. Le stratagème fonctionne et l'inconnu reprend un rythme stable, mais à peine ouvre-t-il les yeux qu'il saisit Sumu à la gorge avec une force brutale. Comme quoi, sauver une vie est parfois le meilleur moyen de perdre la sienne. L'infirmier voit bien que le vieux n'a pas encore reconnecté tous ses neurones. Alors il lui donne un petit coup de pouce pour l'aider à redescendre sur Terre. Mais au lieu d'un merci, il se prend une réflexion sur le prétendu baiser qu'il vient de lui coller. Sumu le remet direct à sa place, c'était de la réanimation, point barre. Alors il ferait mieux de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de l'ouvrir. Après l'avoir envoyé se faire soigner le ciboulot, il essaie de reprendre le cours de sa journée, mais la poisse lui colle au basque. Sorti de nulle part, un type déboule et lui arrache les médocs des mains comme si c'était des bonbons. Le voleur prend la tangente, mais le gars aux cheveux blancs a plus de réflexes qu'un chat sous stéroïdes. Il tape un sprint d'athlète et le plaque au sol en un clin d'œil. Sumu n'en revient pas de l'agilité du type et lui demande carrément s'il est dresseur professionnel, un genre de Sacha de Pokémon dans la vraie vie, une remarque qui agace profondément le vieux, qui ne supporte pas qu'on lui cite des dessins animés vieux de 800 ans. Pendant qu'il est immobilisé, le voleur commence à délirer en hurlant que les médicaments sont à lui, avant de se mettre soudainement à ronfler. Le gamin s'est endormi en pleine arrestation, ou du moins c'est ce qu'on croit,
car la seconde d'après, il convulse et balance un coup de griffe qui explose le sol comme si c'était du carton. Heureusement, le vieux reste aux aguets et tire Sumu hors de la ligne de mire avant qu'il ne finisse en carpaccio. Il s'avère que le voleur n'est pas un simple délinquant, mais un maléfique instable en gros, un type qui ne sait même plus où il habite. Une fois les renforts appelés et le code Wolf activé, la situation finit par se calmer. Le gars aux cheveux blancs lui rend les remèdes, mais avant de partir, lui lâche un commentaire cinglant sur son odeur corporelle et l'avertit de rester à distance. On dirait bien que le parfum de Sumu l'a troublé, même s'il joue les durs. Le vieux s'en va en bondissant à travers les jardins avec son esprit de loup, qui ressemble étrangement à Pang-Hu, mais avec un bien meilleur budget. La nuit tombée, Sumu rentre chez lui en essayant de digérer cette journée de dingue. Il y retrouve le docteur Kiao, un vieil homme tellement fâché avec le progrès qu'il préfère vivre dans le noir, plutôt que d'apprendre à toucher un bouton dans son propre salon. Sumu le tanne pour qu'il utilise le système domotique au lieu de s'épuiser à la tâche, mais le vieux l'ignore et se met à faire pitié. Il sort son grand discours sur le pauvre vieillard abandonné, dépassé par la technologie, que le petit jeune ne cesse de tourner en dérision. La réalité est bien plus sombre, cet homme est Kiaorong, l'ancien mentor de Sumu, qui a sombré il y a quelques années dans une dépression si profonde qu'il est devenu un ermite fuyant la lumière et refusant de s'alimenter. Désormais, Sumu veille sur lui jour et nuit, lui rendant un peu de la vie que le vieux lui a offerte autrefois, car c'est après tout sa personne préférée au monde. Mais s'occuper de lui est une épreuve de patience constante. Le vieux fait maintenant la fine bouche sur son régime et réclame un menu tellement inexistant qu'il veut littéralement se nourrir de volonté pure. Sumu lui suggère alors d'aller se planter dans le jardin pour faire de la photosynthèse et d'arrêter de l'embêter. Par chance, le docteur retrouve un peu de lucidité ou du moins l'appétit. Kiao s'en veut d'avoir freiné la carrière du petit et lui demande, quand il ne sera plus là, de vendre la propriété pour se payer des études et parcourir le monde. Sumu arrête net son économe et refuse catégoriquement d'entendre parler de ce marché. Il lui répond que lorsqu'il sera guéri, il vendra tout. Mais pour acheter une maison avec un immense jardin comme ça, le vieux pourra prendre sa retraite de grincheux et discuter avec les plantes toute la journée s'il en a envie. C'est un moment de tendresse, mais la paix est de courte durée. Soudain, Pang-Hu sent quelque chose d'anormal et se met en alerte, les yeux fixés sur la fenêtre. Sumu regarde dehors, mais entre les arbres, rien de suspect n'est visible à l'œil nu. Ce qu'il ignore, c'est que le type de tout à l'heure est perché sur une branche, surveillant la maison avec l'intensité d'un ex toxique, juste avant qu'un fracas ne vienne briser le calme des lieux. Phoenix City a tout de la métropole futuriste parfaite, entre néon et haute technologie. Mais dans l'ombre, c'est l'organisation Whalefall qui tire les ficelles. Ils se prennent pour les gardiens silencieux de la ville, le genre de type qui se croit mystérieux à errer entre ombre et lumière sans que personne ne leur ait rien demandé. Le vieux grisonnant était en plein monologue intérieur, se prenant carrément pour Batman au milieu de ses ténèbres et de ses réflexions philosophiques sur la peur, jusqu'à ce qu'on lui allume la lumière en pleine tronche. Il était là, assis à essayer de se donner un genre, quand quelqu'un vient casser son délire en lui balançant d'arrêter de faire le flippant en pleine nuit. On lui balance un gadget avec ses nouveaux ordres, et le vieux change de mode instantanément. Il se dirige vers un complexe résidentiel de luxe où les vigiles ont plus peur de se faire remplacer par des robots que de surveiller quoi que ce soit. Résultat, il passe devant eux comme s'il se baladait tranquillement dans un parc. Une fois à l'intérieur, il passe aux choses sérieuses et commence à tout scanner avec son œil numérique, qui ressemble à une constellation. Il lance son déploiement tactique en utilisant des noms d'étoiles pour se donner un style sophistiqué, comme s'il jouait dans un film d'espionnage à gros budget. Il lance un dispositif technique qui fait griller les écrans de sécurité en une fraction de seconde et, pendant que les mecs de la surveillance galèrent devant leur neige statique, le type est déjà à l'intérieur en train de slalomer entre les lasers. Il se déplace comme un ninja du futur qui maîtrise son sujet, sautant de balcon en balcon avec une classe insolente jusqu'à s'introduire dans une chambre d'hôpital. Il est persuadé d'avoir déjà bouclé l'affaire, mais il tombe sur un os. Chisumu l'attendait de pied ferme, et pas vraiment pour lui souhaiter la bienvenue. Avant même que l'agent ne puisse réagir, le gamin l'affronte du regard, exigeant de savoir qui est ce fou furieux qui s'introduit chez les gens à une heure pareille. Le grisonnant avait beau avoir le top du matos d'infiltration pour forcer des bunkers, il n'avait pas prévu de se faire griller aussi sec. Pour couronner le tout, l'infirmier le coince et le somme de s'expliquer pendant que son esprit Pang-Hu le fixe, prêt à bondir. Acculé, l'homme finit par avouer qu'il est le type que Sumu a croisé plus tôt dans la journée. L'infirmier ne perd pas de temps et le plaque contre le mur pour qu'il crache le morceau sur ce qu'il fabrique ici. Il s'avère que le vieux bosse pour Whalefall, l'organisation qui surveille la ville et cherche de nouvelles recrues. Après avoir analysé le gamin, il a décidé qu'il serait le partenaire idéal, mais il lui sort ça avec une intensité particulière. « Donne-moi satisfaction ». Lui lâche-t-il. Et avant que Sumu ne lui refasse le portrait pour son manque de tact, l'agent déploie un hologramme pour expliquer le topo. Il lui montre le braqueur de tout à l'heure, devenu le sujet d'une expérience d'hypersomnie aiguë.
Le diagnostic est simple, le type tombe dans un sommeil profond et ne se réveille que pour massacrer tout ce qui bouge. Ce syndrome de la Belle au bois dormant se répand comme une traînée de poudre. Et s'il ne trouve pas la source, l'hôpital va bientôt se transformer en abattoir. Le vieux veut que le petit l'aide à cause de son esprit d'oiseau, et même si Sumu lui précise que celui de l'agent est un loup, le type semble bien décidé à conclure son marché. Mais le gamin le recadre direct, il est infirmier privé et n'a aucune intention de lâcher son job pour une mission suicide. Il l'invite à déguerpir pour ne pas réveiller le patient, quand soudain, un frisson glacial lui parcourt l'échine. Il se précipite dans la chambre et découvre des draps vides. Le patient s'est volatilisé en un clin d'œil. Il lève les yeux et voit le docteur Kiao, suspendu au plafond en pleine transe. Le visage déformé par la terreur, comme s'il vivait son pire cauchemar. Le docteur avait promis d'être dispo 24h24, et techniquement il a tenu parole, il n'est pas prêt de bouger de là. Alors que Sumu reste pétrifié, et il ne peut s'empêcher de se demander dans quel délire il vient de s'embarquer. À peine a-t-il franchi le seuil que Sumu tombe sur une vision de cauchemar, le docteur Kiaorong est suspendu au plafond, tel une chauve-souris. Le gamin reste pétrifié sur place, mais l'agent réagit au quart de tour. Il décoche un coup de pied au docteur pour le repousser et met le petit à l'abri en un éclair. À voir son visage, on comprend tout de suite que l'homme est totalement possédé. Le vieux grisonnant explique qu'il souffre d'un mal appelé la maléficience, un état qui décuple la force physique. En ce moment même, le type tient là-haut à la seule force de ses orteils. Un truc de dingue qui défie toutes les lois de la physique. L'agent précise que ce n'est pas contagieux. Ça apparaît comme ça. C'est justement la raison de son enquête. Il ordonne à Sumu d'utiliser son esprit familier pour le calmer, mais le gamin n'a pas la moindre idée de quoi il parle. Quel familier, mais le piaf que t'as sur la tête, Jenny Pang-Hu, qui ressemble plus à une boule de coton ailé qu'à autre chose, tremble de peur sous la poigne de l'agent. Sumu l'envoie au charbon, mais l'oiseau se contente de piailler sans résultat. Le docteur reste dans son délire, complètement déconnecté. Le vieux perd patience, attrape le gamin par la figure et lui explique que la bestiole n'est qu'un canal. C'est lui le vrai maître, et il doit envoyer un message spirituel à travers son compagnon. Sumu se concentre de toutes ses forces et finit par établir la connexion avec la petite boule de plume pour lui transmettre un signal. Le message pour sauver son mentor est une menace on ne peut plus claire. S'il ne s'endort pas sur le champ, son régime se résumera dès demain à de la laitue flétrie et de l'eau tiède. Plus une seule miette de viande dans son assiette. C'est l'argument ultime, le docteur a bien compris que si mourir est une option, passer le reste de ses jours à brouter de la salade est un destin pire que l'enfer. Ça ressemble à une blague, mais c'est plus efficace que n'importe quel sédatif. Le mentor se détend instantanément. Le petit active le système de soins et un lit géant se gonfle pour réceptionner l'homme, qui s'y écrase comme un sac de patates. Le problème étant réglé, l'agent demande des renforts pour surveiller la zone et s'apprête à reprendre la route, mais Sumu l'arrête net. Il l'attrape par la manche et exige de l'accompagner. Peu lui importe qui ils sont ou ce que fait leur organisation, la seule chose qui compte, c'est de trouver un remède à cette maladie. Le grisonnant le jauge du regard et lui demande s'il fait tout ça pour cet homme. Le garçon n'hésite pas une seconde, oui, c'est pour lui. Une fois en ville, Sumu réalise qu'avec tout ce boucan, il n'a même pas demandé le nom de son nouveau partenaire. L'homme se présente, Guk suit. C'est ainsi, sans presque se connaître, que débute une enquête qui va les plonger dans des ennuis bien plus grands qu'ils ne l'imaginent. Sumu n'a aucune envie de s'en mêler. Il essaie de s'éclipser avant que ça ne dégénère, mais un robot surgit de nulle part et lui barre la route. Le gamin ne se dégonfle pas et lui décroche un coup de pied sauté qui le démonte en un clin d'œil. Faut dire qu'à force de trimballer des patients de 100 kilos toute la journée, a des jambes en béton armé. Pendant ce temps, l'agent intercepte le maître de maison, qui fonçait sur eux avec un couteau, hors de lui, et assoiffé de sang. Kusu lui bloque le bras sans effort, mais quand le type tente de le poignarder, surprise, ce n'est pas du sang rouge qui gicle, mais un liquide bleu fluorescent. C'est en fait un robot à peau humaine, un modèle domestique ultra perfectionné et sacrément violent. C'est là que Xiaomi, la rousse, débarque en demandant ce qu'il fiche dans son salon. Les deux compères improvisent une couverture, ils sont détectives privés, engagés par son mari qui la soupçonnait d'infidélité. La femme ne sourcille même pas. Elle prétend que son mari est complètement timbré, qu'il souffre de délire de persécution et qu'il voit des rivaux partout, même chez les robots. Un autre humanoïde aux cheveux violets apparaît alors pour leur servir le café avec un sourire impeccable, comme si son collègue n'avait pas fini en pièces détachées 2 minutes plus tôt. Xu remarque que ces engins sont d'une puissance phénoménale, capables de défoncer le plafond s'ils le voulaient. On comprend mieux la paranoïa du mari, dormir avec une cafetière capable de vous arracher la tête. C'est pas l'idéal pour trouver le sommeil. La femme déballe son sac sans aucun filtre. Après 10 ans avec un bon à rien qui vit à ses crochets, elle n'éprouve plus la moindre once d'affection pour lui. Elle débite ça avec une froideur glaçante. Mais Sumu sent que quelque chose cloche, on dirait un discours répété plutôt qu'un élan de sincérité. Une fois rentré, le jeune infirmier soigne la blessure de l'agent et réalise que le type a une carrure qui explique pourquoi son uniforme est aussi serré.
Sumu essaie de rester pro, mais l'ambiance de ce manoir continue de lui laisser un sale pressentiment. En étudiant les plans, il découvre que le mari vivait comme un étranger chez lui. Sa chambre ressemblait à un débarras, alors que la rousse et ses robots régnaient sur tout le reste. Pas une seule photo de lui sur les murs, les machines avaient plus de place dans cette maison que lui. En fouillant davantage, il tombe sur des médicaments d'un labo louche. On dirait bien qu'on droguait le pauvre type avec un truc qui lui bouffait littéralement le cerveau. Il file direct au siège de l'entreprise, où Geeksue se prépare à l'infiltration. Il conseille à Sumu de rester en retrait s'il n'a pas l'estomac assez accroché, puis active ses gadgets pour cloner les voix, les iris et les empreintes. Il s'infiltre comme dans une mission de Metal Gear, piratant la sécurité avec une aisance déconcertante. L'agent entre comme s'il était chez lui, laissant le pauvre infirmier sur le carreau sans même un regard en arrière. Xue, c'est le partenaire idéal, le genre qui assure tes arrières jusqu'à ce qu'il trouve une porte qui ne s'ouvre que pour lui. Sumu, furieux, se retrouve planté là, abandonné à son sort. Geeksue a déjà infiltré le siège pour dénicher les dossiers compromettants de Xiaomi. On parle d'un agent d'élite, censé être une ombre, mais il n'a pas fait 2 mètres qu'un type du labo lui tombe déjà dessus. Pour un pro de la discrétion, se faire griller dans le couloir à peine le seuil franchi. C'est une sacrée tâche sur le CV. Celui qui les a fait entrer, c'est Ai, un geek avec des lunettes tellement épaisses qu'il serait capable de taper la discute à un cactus en pensant que c'est un collègue. Ce n'est peut-être pas l'employé du mois, mais c'est le contact interne dont le groupe avait besoin pour s'éviter une séance d'escalade en pleine nuit. Une fois arrivé à la salle des archives, il tombe nez à nez avec une fresque murale qui parodie grossièrement la création d'Adam. L'agent ne gobe pas une seconde l'image de l'entreprise modèle et flaire l'entourloupe. Pendant que Geeksue enchaîne les vannes foireuses, le gamin le dévisage avec une envie furieuse de lui refaire le portrait. Le binoclard jure qu'il connaît les plans par cœur et qu'il n'y a aucune pièce secrète. Mais Geeksue sait d'expérience qu'un mur aussi tape à l'œil cache forcément une porte. Il ne perd pas de temps à chercher un mécanisme, il sort son matos et décide de redécorer la peinture à la manière forte. Bingo. Derrière cette croûte se planquait un bureau clandestin renfermant tous les dossiers internes. Tandis que l'agent ressort pour monter la garde dans les couloirs, Sumu commence à éplucher les données et découvre le vrai visage de la boîte. Cette drogue, la Maléfice, n'était qu'un projet de santé mentale foireux qui a muté en un truc bien plus glauque, balancé dans la nature juste pour voir les dégâts. Mais le plus tordu, ce sont les dossiers personnels. On y apprend que la bosse rousse est née au siècle dernier et frise les 80 balais, alors qu'en vrai, on lui en donnerait 20 à tout casser. Son pacte avec le diable a dû inclure un soin anti-âge miraculeux. Sumu bug complètement sur les dates si son mari est mort dans un accident il y a des décennies. Le type qui vit avec elle dans le manoir ne devrait même pas exister. Mais avant qu'il puisse comprendre le fin mot de l'histoire, une silhouette surgit de l'ombre et couche le geek d'un seul coup. Sumu se retrouve seul, avec une vieille sensation de froid dans le dos. Quel final de malade! Ce bureau clandestin nous a vraiment donné des sueurs froides. Si l'agent a dû défoncer la fresque pour découvrir la vérité, de votre côté, défoncez-moi ce bouton like. Allez-y Franco. Abonnez-vous pour ne pas rester en plan devant la porte comme l'infirmier, et dites-moi en commentaire quel prochain manhwa vous voulez que je vous raconte. Peace.